Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet complexe et souvent débattu. Les frères musulmans, l'islamisme politique en France. Mhm. On va s'appuyer sur un rapport assez détaillé de 2024-2025. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les points clés Oui, pour comprendre un peu mieux cette mouvance, son histoire, comment elle s'organise en Europe, en France, et puis les questions qu'elle soulève. Enfin, selon ce rapport. c'est exactement ça. Ce rapport, il analyse l'évolution de cette confrérie qui est née en Égypte il y a presque un siècle maintenant, et surtout comment elle s'est adaptée pour s'implanter ici, en Occident. D'accord. Le document décrit une idéologie particulière, un projet politique aussi, et puis des stratégies d'influence qui lui sont attribuées spécifiquement. Alors commençons par des origines, si vous voulez bien. Le rapport nous rappelle que ça a été fondé en Égypte en 1928 Oui. par Hassan al-Banna et il prônait un islam qualifié d'intégraliste, c'est-à-dire, C'est-à-dire, selon cette vision, un islam qui devrait régir tous les aspects de la vie. Une approche que le rapport distingue d'ailleurs du salafisme, même s'il note, certaines proximités. hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cette idéologie a été pensée pour être diffusée hors du monde arabo-musulman. Ah oui, comment? Dès les années 50-60, et puis ensuite avec des figures comme Youssef al-Qaradawi, et plus tard Tariq Ramadan, qui sont cités pour avoir développé ce que le rapport appelle une jurisprudence des minorités. Une jurisprudence des minorités. Oui, l'objectif qui est décrit, c'est de fournir un cadre pour les musulmans qui vivent en Occident, pour essayer de concilier les principes islamiques et les lois locales séculières. C'est intéressant comme adaptation. Et concrètement, comment ça s'organise en Europe d'après ce rapport? Alors, le document décrit un réseau, oui, assez structuré au niveau européen. Il pointe notamment le Conseil des musulmans européens, le CEM, L'ancienne foi, c'est ça? exactement l'ancienne Fédération des organisations islamiques en Europe, une structure clé, installée d'ailleurs près des institutions européennes, ce qui n'est pas anodin. Mhm. Il mentionne aussi le FEMISO, qui est le Forum pour la jeunesse, et puis les Instituts européens des sciences humaines, les IEH. Pour la formation. Voilà, pour former les cadres religieux, associatifs, un point jugé assez stratégique dans le rapport. Europe Trust est aussi cité comme étant son bras financier présumé. D'accord. Et si on zoome maintenant sur la France, qu'est-ce que le rapport nous dit de la situation ici? En France, l'émanation principale qui est identifiée, c'est Musulmans de France, MF. L'ancienne UIF, Oui, l'Union des organisations islamiques de France. c'est ça. Le rapport estime le noyau dur à quelques centaines de membres actifs. Allez, entre 400 et 1000 personnes. Il serait lié à environ 139 lieux de culte, Ce qui représente combien sur le total? environ 7% du total national, d'après les chiffres cités. Mais attention, l'influence décrite va bien au-delà du culte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rapport parle d'un véritable écosystème associatif. Il donne des exemples dans l'éducation avec des écoles comme Averroès à Lille ou Al-Kindi près de Lyon. Ah oui, celle dont les contrats avec l'État ont été remis en cause. Exactement. Dans le caritatif aussi, il mentionne le CBSPAPI ou les origines du Secours islamique France. Et puis il y a les associations de jeunesse, les activités de prédication. Donc un maillage assez dense en fait. Oui, c'est l'idée avancée par le rapport. Un maillage sociétal assez présent. Et quelles sont les stratégies d'implantation qui sont décrites? Parce qu'on parle d'influence, mais comment? Alors, le rapport pointe d'abord une stratégie qu'il qualifie de légaliste, c'est-à-dire agir dans le respect apparent des lois du pays. D'accord. Mais il évoque aussi l'hypothèse d'un double discours, qui servirait, selon cette analyse, à masquer des objectifs d'influence sociétale et politique, mais à plus long terme. Hmm. La recherche de respectabilité, la dénonciation aussi très récurrente de ce qui est qualifié d'islamophobie, sont présentés comme des outils importants. Des leviers d'action. Voilà, des leviers, et puis une pression croissante au niveau local est aussi notée via Hmm. les interactions avec les élus notamment. D'accord. Stratégie complexe donc. Et face à ça, est-ce que le rapport note des défis, des évolutions récentes? Oui. Et c'est assez paradoxal ce que note le document. D'un côté, il y aurait un recul de l'influence des frères musulmans au Moyen-Orient, surtout après les printemps arabes. Ah oui? Mais de l'autre, une implantation européenne qui, bon, est jugée solide, mais qui fait face à une vigilance accrue des États. Et en France, concrètement? En France, des actions administratives sont citées. La dissolution du CCIF, celle du fonds Al-Wakef aussi, la fermeture temporaire ou la fin des contrats pour certaines écoles jugées proches de la mouvance. Donc des actions assez fortes.
Oui. Et le rapport mentionne aussi une tendance à ce qu'il appelle l'hybridation ou la salafisation du discours. C'est-à-dire, Pour quelle raison? ce serait vu comme une tentative d'attirer un public plus jeune, qui peut être sensible à ces courants plus, disons, rigoristes. Bon, alors si on essaye de résumer, d'après ce rapport, on a l'image d'une organisation qui est structurée, qui porte une idéologie spécifique, Mhm. qui aurait réussi à adapter ses méthodes pour s'implanter durablement en France, en Europe, via tout ce tissu associatif dont on a parlé. Oui, mais qui aujourd'hui est confronté à des résistances et aussi à l'action des pouvoirs publics. C'est ça. C'est une très bonne synthèse de la perspective du rapport, oui. Il conclut d'ailleurs sur la complexité de la situation, hein, en mettant en garde contre les visions trop simplistes. Ce n'est jamais simple, ce genre de sujet. Effectivement. Et il suggère que, bon, la cohésion nationale est mise à l'épreuve, et ça nous laisse avec une question de fond qui est soulevée par le document. Laquelle? C'est au-delà des stratégies d'influence qu'on a décrites et des réponses sécuritaires qui peuvent être apportées, comment est-ce qu'on peut bâtir un dialogue constructif? Une forme de négociation implicite, dit le rapport, qui permettrait l'intégration sans nier les tensions. Une question ouverte. Oui, dans une société où bon, la place de l'islam reste un sujet sensible et où, selon certains chercheurs qui sont cités, un islam des Lumières peine encore à émerger largement, c'est une piste de réflexion pour conclure.